Bon alors bonsoir à tous, merci Joël de nous inviter et de nous laisser cette possibilité de vous présenter une conférence donc, sur cette thématique de l'inceste. Comme Joël l'a dit, je m'appelle Solène Podevin-Favre et je suis bénévole pour l'association Face à l'inceste depuis 2 ans. J'ai commencé en fait à l'association par le recrutement des bénévoles. Et je suis donc responsable de la communication depuis un peu plus d'1 an et depuis quelques semaines vice-présidente de l'association. Donc une association, je vais revenir un peu sur l'histoire de l'association. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir ce soir et j'espère que je vais pouvoir vous donner quelques éléments d'information qui vont vous permettre de vous faire une idée plus précise de là où on en est aujourd'hui sur l'inceste en France. Alors, on a intitulé cette conférence « Inceste, qu'est-ce qu'on y peut ?» On va d'abord parler d'une définition. Qu'est-ce que l'inceste? Qu'est-ce qu'on considère un inceste? On va aussi faire le point sur les différentes évolutions de la loi. Vous avez peut-être entendu parler de la loi Billon de 2021. C'était pas la première loi sur le sujet. Donc on va refaire un petit état des lieux et voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ensuite, la fréquence, en fait, ça concerne combien de personnes en France, quelles sont les conséquences sur la santé, les conséquences sur la vie sociale, quels sont les combats, les victoires que l'on a pu mener, quelles sont les actions que l'on peut entreprendre. On va essayer de balayer un peu tout ça. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas très clair, si vous voulez aller un peu plus loin sur un élément particulier. Et donc n'hésitez pas du tout à m'interrompre. Avant de démarrer et d'aller sur la définition, quelques mots sur l'association Face à l'inceste. Donc c'est une association qui a été créée par Isabelle Aubry en 2000. Isabelle Aubry est une personne victime de l'inceste, survivante de l'inceste. Alors les terminologies évoluent. On parle parfois de victime, parfois de survivant. On préfère parler de survivant parce que ça a un côté plus positif et aussi plus tourné vers l'avenir. Donc Isabelle est une survivante de l'inceste et elle a créé cette association en 2000. Alors comment l'idée lui est venue? En fait, l'idée a commencé bien avant ça, c'était en 1980, Isabelle avait 15 ans et elle était devant le juge d'instruction qui instruisait son affaire donc, contre son père qui a commis sur elle des actes sexuels de l'âge de 6 ans à 14 ans, qui l'a aussi prostituée. Et donc tout ceci complètement avéré, des faits, des vidéos, des photos, des témoignages, des aveux. Et en fait, la juge d'instruction pose une question à Isabelle qui est complètement incroyable. Elle lui demande « Est-ce que tu as été consentante? Est-ce que tu étais consentante ?» Voilà. Et là, en fait, sa réaction, un peu effarée, un peu sidérée, un peu ne comprenant pas, d'ailleurs c'est ce qu'elle a répondu à la juge d'instruction, elle avait 15 ans, elle a dit qu'elle ne comprenait pas la question en fait. Et le juge répond « Mais est-ce que tu as dit non ?» et Isabelle répond « Mais enfin, c'était mon père. » Voilà. Donc en fait, en 1980, on avait encore cette idée qu'un enfant pouvait éventuellement accepter l'inceste, accepter l'acte sexuel de son parent, d'une personne de sa famille, et aussi avait la capacité de dire non. Alors ça c'est quand même quelque chose d'incroyable, c'est que la société donne ce pouvoir à l'enfant, à 6 ans, de savoir ce qui est bon, pas bon, ce qui doit se faire et pas se faire, et a la capacité, en fait, de dire non. Donc ça c'était en 1980. Les choses ont un peu évolué heureusement, mais quand vous voyez en 2021 par exemple, alors ça date de 2021, ça a un petit peu changé depuis 2021, mais en 2021, quand on tapait sur ces différents sites le mot inceste, voilà les images qui ressortaient sur Google. Un enfant avec une main qui dit stop, qui dit non. Alors c'est mignon, hein, mais bon, c'est quand même ignorer une grande partie du problème, puisque est-ce que l'enfant est en capacité de dire non à son parent? Pourquoi est-ce qu'on lui donne ce pouvoir-là et avec les moyens et les connaissances qu'un enfant peut avoir. Donc on va évidemment pas assez loin, et ça permet aussi de ne pas forcément aborder la question de la prévention. On se dit juste l'enfant doit pouvoir dire non.
Donc cette question en fait du consentement, elle est vraiment importante parce que quelques semaines plus tard, Isabelle Aubry était dans la salle des pas perdus au tribunal de Créteil et son avocate, Gisèle Halimi, lui présente deux options et lui dit bah voilà, tu vas devoir choisir entre deux options. La première option, c'est de maintenir ta plainte pour viol de la part de ton père. Ton père va risquer 20 ans de prison. Par contre, il va falloir que ensemble, qu'on démontre que tu as exprimé ton non-consentement. Ou alors, deuxième option, eh bien, on ne porte pas plainte pour viol, mais pour atteinte sexuelle, atteinte à la pudeur. Et là, ton père va risquer 10 ans, mais par contre, il y a plus de risques qu'il soit condamné, puisqu'il n'y aura pas la recherche de consentement. Bon, il faut savoir que le père d'Isabelle, tout le monde en avait peur, il était ceinture noire de judo. Dans la famille, il était vraiment craint, et auprès des amis aussi, vraiment craint par tout le monde. Et elle n'avait qu'une trouille, c'est qu'il sorte de prison, puisqu'il avait été incarcéré en préventive. Et Isabelle a donc choisi l'atteinte à la pudeur, donc 10 ans, pour être sûre qu'il ne ressorte pas immédiatement et qu'il ne la tue pas évidemment immédiatement. Voilà, et ça, ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle la correctionnalisation. Donc c'est vraiment important parce que 80% à peu près des affaires sont correctionnalisées. Ça veut dire qu'en fait, on va traiter un viol, en fait, on va le décriminaliser et on va le traiter comme un délit entre le cambriolage et le vol de voiture. Voilà. Donc ça, c'est la correctionnalisation, c'est vraiment quelque chose qui a révolté Isabelle et là qui s'est dit il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et c'était les petites graines de toute cette colère et de cette association, en fait, l'origine de cette association. Bon, alors, la correctionnalisation, c'est pas dans tous les cas. Moi, par exemple, ma propre expérience, j'ai eu un procès qui a eu lieu en 2007, donc Isabelle c'était 2000, moi c'est 2007, donc c'est déjà un peu plus tard. Il s'agissait de mon beau-père qui m'avait violée de 12 ans à 15 ans. J'ai porté plainte 10 ans plus tard. Et en fait, mon beau-père a reconnu pendant la confrontation une pénétration digitale par manque d'informations. Selon lui, c'était seulement une atteinte sexuelle et pas un viol, ou en tout cas, il ne connaissait pas forcément la différence entre les deux et la différence en fait de traitement et de peine encourue entre les deux. Voilà, donc il a été condamné pour viol, pour crime, donc à 5 ans de prison, 2 ans ferme, et il est sorti au bout d'1 an. Et voilà, et c'est le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit. Donc 80% des affaires sont correctionnalisées. Alors l'histoire d'Isabelle continue. 2000, Isabelle ne va pas très bien, elle cherche des groupes de parole sur Internet. À l'époque, Google n'existait pas, c'était Yahoo. Elle tape inceste sur Yahoo, et qu'est-ce qu'elle voit? Que des liens vers des sites pornographiques. Voilà, donc on était en 2000, et c'était sur Yahoo. Quand elle tape inceste, ce ne sont que des sites pornographiques. Donc elle qui avait besoin d'aide, eh bien, elle ne pouvait pas trouver les informations. Donc ce qu'elle a décidé, en 2000, eh bien, c'est de chercher ces informations ailleurs que sur Internet et de créer le premier site francophone d'information. Et ça s'appelait l'inceste, comment survivre. Et donc c'était francophone, ça veut dire que ça regroupait des communautés de Belgique, de Suisse, Luxembourg, mais aussi du Canada. Alors, ce qui était intéressant par rapport au Canada, c'est que le Canada, alors, on dit souvent que le Canada est très avancé, alors peut-être que c'est nous qui sommes très en retard, mais le Canada, dans les années 2000, à la même époque, en fait, s'est posé cette question, est-ce qu'on protège vraiment nos enfants? En fait, est-ce que nos enfants sont vraiment protégés contre la violence sexuelle? Et donc, ils ont nommé en fait un comité scientifique qui a travaillé pendant 4 ans, qui a donné un rapport de 1400 pages, ça s'appelle le rapport Begley, et avec un certain nombre de recommandations, et notamment de changer le code criminel. Parce qu'ils se sont aperçus, tout simplement, que le code criminel n'était pas du tout adapté à une justice rendue pour des enfants. Voilà, donc le Canada est très en avance, où nous sommes très en retard.
mais en tout cas en 2000, Isabelle a créé cette association qui s'est appelée à l'origine Association internationale des victimes d'inceste, AIVI, et qui a changé de nom récemment, il y a 2 ans, pour s'appeler maintenant l'association Face à l'inceste, comme vous le voyez sur le logo ici. Alors, ah oui, là c'est la question, comment est-ce qu'on peut définir l'inceste? Alors peut-être avant ça, je peux vous parler aussi d'un témoignage, en fait, juste avant, donc elle a créé ce site d'information pour le partage d'informations, et en fait, elle a reçu quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard le témoignage d'une personne qui s'appelle Mademoiselle Marie, et qui a témoigné de son grand-père, et qui a abusé d'elle. Mais qui a aussi abusé de ses sœurs, de ses cousines, de ses amis, enfin c'était tout un réseau de victimes autour d'elle. Et Mademoiselle Marie a voulu déposer plainte. Mademoiselle Marie avait à l'époque 32 ans, et là on lui a dit bah non, c'est trop tard en fait, la prescription est à 28 ans, c'est ce qui était le cas en 2000, et donc c'est trop tard. Et en fait elle a pas supporté elle a eu des échanges avec Isabelle pour l'accompagner dans ce dépôt de plainte, etc. Et en fait, comme une victime sur 2, le poids est trop difficile, mais aussi le poids de peut-être ne pas avoir parlé et de ne pas avoir empêché peut-être d'autres victimes. Mademoiselle Marie s'est suicidée, et donc c'est en hommage vraiment à cette personne qu'Isabelle s'est lancée dans le combat, mais de manière vraiment militante. Voilà, donc je voulais juste vous signaler ça. Alors l'inceste, comment est-ce que vous définiriez l'inceste? Qu'est-ce que c'est selon vous? Question difficile, quelqu'un se lance? Bon alors sinon je vais vous dire comment nous on définit. Alors, selon nous l'inceste, c'est tout acte de nature sexuelle commis sur un mineur par un ascendant, frère, sœur, tante, oncle, grand-oncle, grand-tante, cousin, cousine, beau-père, belle-mère, est un inceste. Donc pour nous, en fait, la définition de l'inceste, elle est très simple. Tout acte de nature sexuelle, donc tout acte, on ne rentre pas dans le détail, commis sur un mineur, vous voyez qu'il n'y a pas la notion de consentement, hein. Pour nous, la question du consentement ne se pose pas. Et on liste toute une série de personnes de la famille. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis cousin-cousine en italique? C'est parce qu'en fait, cousin-cousine, cette notion de la famille, les cousins-cousines ne rentrent jamais dans la définition de la famille par le législateur. Tout simplement parce qu'en fait, entre cousins et cousines, on peut se marier. C'est autorisé en France. Donc puisqu'on peut se marier, eh ben, on ne légifère pas sur le viol entre cousins et cousines. Alors je ne vois pas tellement le lien, mais en tout cas, c'est la raison qui est invoquée. Donc voilà, vous voyez un certain nombre de personnes qui sont ici concernées. Donc tout acte de nature sexuelle, donc pour nous, l'inceste, c'est vraiment une intrusion dans l'intimité, dans la sexualité, enfin au travers de la sexualité, dans l'intimité d'un enfant. Encore une fois, la question du consentement n'existe pas ici. Alors, il faut savoir que dans toutes les sociétés, mais depuis l'ancien temps et partout dans le monde, l'inceste est banni et proscrit. Et même chez les animaux, par exemple, les animaux sauvages ne seront pas incestueux. Vraiment, c'est très exceptionnel des races, des espèces d'animaux qui vont l'être. Mais dans la nature humaine, en fait, l'inceste n'existe pas. Et l'inceste ne doit pas exister. Alors, acte de nature sexuelle, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est acte avec ou sans pénétration. Alors, commis par quelqu'un sur un enfant, ou bien aussi commis par l'enfant sur quelqu'un. Donc là, c'est la fellation, par exemple. C'est aussi la pénétration par des objets imposés par un parent, par exemple. Donc, acte avec ou sans pénétration. À l'association Face à l'inceste, nous parlons d'inceste sans contact. On parle aussi d'inceste moral. Ça peut être, par exemple. Des paroles. Des paroles. Des pieds sous la bouche. Ouais, alors. Des regards. Des regards.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est tout ce qui peut être une situation un peu incestueuse. Ça peut être des parents qui font l'amour en laissant leur porte ouverte, par exemple, et les enfants, ou en ayant l'enfant dans la chambre, par exemple. Ou bien une nudité dans la maison qui est très assumée, très fréquente. On ne respecte pas l'intimité de l'enfant, dont l'enfant pourrait avoir besoin et envie. Le nursing pathologique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Alors, là, c'est souvent les mamans que cela concerne, c'est souvent les soins que la maman peut apporter à son enfant de manière un peu appuyée, de manière un peu avec des intrusions. Voilà, donc le nursing pathologique, c'est vraiment le soin que le parent peut donner à son enfant, mais qui ne se limite pas à du soin, enfin, sous forme de soin. Il peut y avoir aussi l'inceste par délégation. Alors, ça peut être, je sais pas, une grand-mère qui consciemment accepte les actes du grand-père sur le petit garçon, tout en étant là, par exemple. Alors, c'est comme un inceste par délégation, en fait. C'est pas elle qui commet l'acte, mais par contre, elle est tout à fait... elle est spectatrice, mais elle est actrice de son spectacle, du spectacle qu'elle veut voir, en tout cas. Alors, tout ça... alors, souvent, on nous pose la question, hein, une question difficile. Où commence l'inceste, en fait? Est-ce que... je sais pas, alors bien sûr, regarder un film pornographique avec son enfant, pour nous, c'est de l'inceste. Déjà, c'est une situation incestueuse pour nous. C'est créer un climat qui va permettre un passage à l'acte futur éventuellement. Donc c'est déjà une situation qui nous pose problème. Alors, où commence, où finit? On a des parents qui embrassent sur la bouche leurs enfants, par exemple. Même des petits, hein, des petits enfants. Bon, c'est vraiment l'intrusion dans l'intimité. Il faut respecter l'enfant tel qu'il est et des actes qui ne doivent pas être posés sur un enfant. Alors, à partir du moment où on a cette intrusion de l'adulte sur l'enfant, et surtout dans le cadre de l'inceste, alors l'inceste, vous l'avez dans la définition plus haut, hein, c'est la famille qui est concernée. Et bien en fait, l'inceste, c'est un crime de lien, un crime très spécifique. Parce que avant, enfin, bien sûr c'est un crime sexuel, mais avant tout c'est un crime de lien. Cet enfant, ou Isabelle par exemple, à 6 ans, qui est violée par son père, vers qui se retourner? En fait, comment avoir confiance en l'adulte? Comment avoir confiance en la famille? Son seul noyau, c'est sa famille. Comment? Donc c'est vraiment toute la cellule familiale et tout ce qu'elle devrait pouvoir représenter en termes de protection de l'enfant qui explose en éclats. Voilà, c'est vraiment la spécificité de l'inceste par rapport à des violences sexuelles envers des enfants. C'est vraiment la spécificité, c'est que ça touche la famille. Alors c'est la raison pour laquelle il y a un tabou encore. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas que l'intrusion sur le corps, mais il y a aussi tout ce que ça détruit dans le lien familial. Oui. Et du coup, pourquoi on parle pas de père et de la mère, des arrière-grands-parents? Ah oui, l'ascendant c'est père et mère. Ah oui. Ouais. Père, mère, grand-père. En fait, c'est quand on remonte dans la généalogie directe. Ah ok. Oui, les ascendants. Alors, on parle aussi de beau-père et belle-mère parce que forcément, on a des beaux-pères et des belles-mères qui ont une certaine autorité sur leurs enfants et donc on les considère pour nous comme des membres de la famille, évidemment. Voilà, donc père, mère, grand-père, grand-mère, oui, bien sûr. Et avant tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Moi j'ai une question. Oui. Par rapport aux cousins et aux cousines, vous avez bien dit que c'était par rapport au fait qu'on pouvait se marier Ouais. avec. On pouvait se marier avec notre beau-père et notre belle-mère aussi.
On peut se marier, oui, on peut effectivement se marier avec un beau-père et une belle-mère, sans doute, ouais. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle, selon le législateur, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas l'inclure dans la définition. Donc, cousins et cousines ne sont pas considérés comme étant de la famille et donc ne sont pas... vous allez le voir, il y a une petite nuance qui a été apportée en 2021. C'est le noyau qui va... En fait, c'est le conjoint. C'est le beau-père, la belle-mère, c'est le conjoint de votre mère ou de votre père. Donc dans la loi, c'est prévu, la législation prévoit le conjoint. Le conjoint de la loi. C'est pour ça que le beau-père et la belle-mère rentrent dans le cadre de la loi. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, il y a le... Mais ça, c'est une nuance. C'est un acte sur un mineur. Effectivement, tu as 20 ans, tu peux être marié avec ton beau-père. Là, tu es adulte. Effectivement, à 20 ans, je peux me épouser mon beau-père. On ne peut pas se marier avec le cousin non plus. Non, je sais pas. À l'époque, il y a... Un mineur ne peut pas se marier avec Je fréquentais les cousins se fréquentaient beaucoup et... Ça, l'autorisation du mariage... c'était pour une histoire ultérieure à l'époque. C'est le cousin-cousine, ça c'est pas autorisé. Non, mais par rapport à la minorité, Ouais. ça, par contre, je... de 16 ans, une fois de 10 ans. Et marié avec le consentement des parents. Souvent dans les Ouais, avec le consentement des parents à 16 ans. Oui, normal. Alors, Par rapport au fait que vous précisez mineur, ça veut dire que du coup, dans le cas où c'est une personne majeure, quel que soit l'âge, c'est plus considéré comme un inceste? en tout cas, effectivement, ouais, c'est ça. En France, c'est comme ça. Ok. C'est une agression majeure. Ouais, 2 adultes majeurs de même famille, ce n'est pas condamnable. Sauf si c'est un viol. Alors dans ces cas-là, ce sera effectivement un viol. En revanche, ne seront pas considérés comme inceste. Enfin, ce sera un viol classique comme un viol enfin classique. Donc ce crime de lien, en fait l'enfant a vraiment ce conflit de loyauté. Il faut savoir que l'enfant, il rentre dans un mécanisme où il s'est tué et puis les choses vont de plus en plus loin, il n'a pas dit non à un moment donné, et puis s'il dit non, il se dit que ça va faire voler en éclats sa famille. Donc vraiment c'est ce problème de la destruction de l'équilibre familial et en fait qu'il porte finalement est très fréquent. Et d'ailleurs quand un enfant révèle un inceste en famille, est-ce que vous savez sur 10 personnes, 10 enfants qui vont révéler un inceste en famille, combien sont crus par leur famille? Voilà, 1. C'est-à-dire 9 fois sur 10, l'enfant n'est pas cru, ou en tout cas on lui demande de se taire. On ne veut pas avoir le problème et on lui demande de se taire. Alors là encore, je peux vous raconter... je peux continuer sur mon histoire personnelle. Moi, je l'ai révélée en 2001 en famille. Depuis, ma mère ne me parle plus. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je n'ai plus de nouvelles de ma mère. C'était son mari. C'est toujours son mari. Ma sœur, j'ai une sœur qui a 4 ans de moins que moi, ne m'a pas parlé pendant 10 ans. Et ma grand-mère, par exemple, quelques semaines après le procès, c'était son anniversaire, donc je l'ai appelée. Et elle m'a dit elle m'a raccroché au nez en disant que je n'étais plus sa petite fille. Voilà. Donc, en fait, ce sont des choses qui ne se disent pas. Et il ne faut pas parler, quoi. Et le pestiféré, c'est la personne qui a déjà vécu tout ça et qui a mis au banc de la famille. Donc, selon nous, il faut vraiment poser un interdit fort, un interdit clair, pour que ce ne soit pas ambigu et qu'il n'y ait pas de zone grise dans lesquelles on aime bien tous aller. Donc, que ce soit bien clair, une définition très claire. C'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Alors, on reviendra sur cette définition, sur la définition actuelle. Alors, juste pour une petite... on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais juste pour vous montrer l'évolution. Alors, jusqu'à la Révolution française, l'inceste, c'était un crime. Et la personne était punie très sévèrement. C'était même la peine de mort, en fait, avant la Révolution. Ça a été abrogé. Ensuite, en 1791,
a été défini le viol, mais sans forcément de notion de famille et d'inceste. Ensuite est arrivée l'atteinte à la pudeur, avec ou sans violence. On a mis un seuil d'âge en 1832 à 11 ans, et ensuite en 63 à 13 et 21. En fonction de 21, si c'était une personne de la famille. Ensuite, on fait un bond. En 1945, la loi change. Et là, les seuils d'âge, c'est 15 et 21. Donc, on augmente un petit peu le seuil d'âge. Et on a une définition du viol en 1980, donc, qui est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. Voilà. Donc après, il faut pouvoir démontrer la violence ou la contrainte ou la menace ou la surprise. Évidemment, charge à la victime de démontrer cela. Donc ça, c'est la loi de 1980. L'attentat à la pudeur, avec ou sans violence, par ascendant ou pas par ascendant, tout ça c'est correctionnalisé. Ce n'est plus un crime, c'est un délit. Donc ça, c'est la loi de 1980. Alors, pourquoi cette loi de 1980 ? Il y a un lobby, un lobby de pédophiles. Vous avez peut-être entendu parler de Gabriel Matzneff, mais c'était pas le seul. Et donc, vraiment pour libérer la sexualisation des enfants. Il y a même des pétitions, même dans Le Monde, Libération, qui ont relayé ces pétitions pour libérer la sexualité des enfants et ne plus, ouvrir complètement le champ pour des adultes. Que ce soit complètement établi d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. On voit des anciens ministres, comme Jack Lang par exemple, qui a signé cette pétition. Et qui, sur les plateaux télé, je ne sais pas, si vous êtes intéressé, regardez un documentaire qui est vraiment très bien fait, qui s'appelle 1 sur 5, c'est Carl Zero qui a fait ça avec l'association Innocence en danger. Et vous voyez des images d'archives, mais complètement hallucinantes en fait, où vraiment... Que ce soit Claude François qui explique, lui il les aime bien, mais quand elles ont moins de 15 ans, parce qu'après 15 ans, c'est un peu plus compliqué. Ou, quand on regarde ça, j'ai regardé ça avec mes enfants il y a quelques jours, mais on se dit que heureusement, les choses changent, évoluent, heureusement. Mais cette définition du viol, donc vous voyez qu'elle a été, on a vraiment régressé. Et donc, le combat a commencé en 2000 pour notre association. En 2010, on a obtenu une première insertion dans le code pénal. Ça a été abrogé 1 an plus tard. Une nouvelle insertion en 2016 et la loi de 2021, donc avec 3 seuils, 13, 15 et 18 ans. Je reviendrai là-dessus juste ensuite. Alors, maintenant la pénalisation. Combien de condamnations? Alors vous voyez qu'entre 2007 et 2016, on a 80 condamnations pour viol par ascendant par an. 80. C'est très peu. Voilà. Mars à décembre 2016, 86. Alors 457 condamnations pour viol sur mineur, mais dans le cadre d'un inceste, 86. En 2020, on n'a pas le nombre pour inceste, mais 382 condamnations pour viol sur mineur. Et alors, quand on regarde un peu plus loin, 1880, on a 669 viols sur mineurs condamnés. Alors qu'en 1880, la population française était à peu près à 39 millions. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces chiffres? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Est-ce qu'il y a... Oui. Peut-être au fait qu'ils mettent une définition plus précise et du coup, forcément, si on n'a pas les critères, c'est pas considéré comme un viol. Alors ça peut être une explication. Il manque de preuves. Manque de preuves. Alors bien sûr, c'est pas le nombre d'agressions qui ont diminué, effectivement. Donc ce sont toutes les correctionnalisations qui ont eu lieu. Je vous parlais de la correctionnalisation tout à l'heure. Donc c'est atteinte à la pudeur. Là on parle de viol, ici ce sont les statistiques sur le viol. Donc tous ceux qui sont correctionnalisés, et c'est 80% qui sont correctionnalisés, eh bien ne reviennent pas dans ces statistiques, les stats qu'on voit ici. Alors quand nous on demande
nous, l'association, on demande au gouvernement de mettre fin à la correctionnalisation, par exemple. C'est une mesure que l'on demande au gouvernement, de demander la fin de la correctionnalisation pour ce qui concerne l'inceste. Et bien en fait, on demande la lune, parce que forcément, le budget de la justice en France est très faible et n'a pas les moyens en fait d'accompagner et de protéger et de légiférer et d'aller au bout de la loi. Donc on préfère changer la situation et puis dire non, en fait ce que tu as vécu c'est juste un délit. Voilà. En Allemagne, le budget pour la justice est le double. Je crois qu'il y a un ancien ministre de la Justice qui parlait de clochardisation de la justice en France. Voilà, en fait on le paye ici, notamment. Donc on minimise le crime, on le banalise, et puis la victime, c'est elle qui est encore victime. Alors, je voulais vous montrer une vidéo. Il y a 2 cauchemars dans mon histoire. Le premier sort de sa cachette quand vient le soir. Rampant, ombre dans la nuit, c'est quand toute la maison dort qu'il se glisse dans mon lit. Le second, censé me porter secours, n'a lui que pour mot. Es-tu seulement sûr d'avoir dit non ? Alors, oups, pourquoi est-ce qu'on peut pas revenir ? Alors, ce petit film, vous allez pouvoir le voir sur, je crois que c'est TF1, Canal+, là, ces jours-ci, là. France Télévisions a refusé de le passer, puisque la loi a déjà un peu évolué. En fait, il s'agissait d'un film qui a déjà été, qui est sorti en 2021, en janvier 2021, et depuis, il y a eu cette loi Billon, je vais vous en parler juste maintenant, qui a un petit peu amélioré les choses, il faut le reconnaître. Et donc, France Télévisions a refusé de passer le film. En revanche, vous allez le trouver là, dans les prochains jours, donc sur Canal, sur TF1, sur d'autres, et sur les réseaux sociaux aussi, pour rappeler, en fait, l'enfant, dans certaines situations, doit toujours prouver son non-consentement. Alors, la loi Billon. La loi Billon, donc viol et agression sexuelle, sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant. Donc là, on revient, père, mère, grands-parents. Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grande-tante, un neveu, une nièce. Il n'y a pas les cousins et cousines, vous voyez bien. Le conjoint concubin des personnes en 1 ou en 2, ou le partenaire lié par un PACS à l'une des personnes mentionnées. Mais seulement s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. Alors, l'autorité de droit, c'est facile, c'est lorsqu'il y a un jugement et que la personne a autorité. Ok, ça c'est facile. L'autorité de fait, eh bien là c'est le juge qui doit décider si la personne a autorité de fait ou pas. Autorité de fait, ça pourrait être pendant des vacances par exemple. Être chez un grand-oncle, une grand-tante pendant des vacances. Mais l'autorité de fait, il faut encore que le juge accepte de reconnaître que cette personne avait autorité sur cet enfant à ce moment-là. Sinon, ce n'est pas considéré comme un inceste. Mais c'est autorité, c'est juste, mais pas autorité de réaliser un inceste en fait, c'est ça qui est... Oui, non, c'est l'autorité. Est-ce qu'il y avait un lien suffisamment fort entre ces deux personnes? Parce que même, nous personnellement, notre enfant a un oncle, un frère, on ne pense jamais dans notre tête qu'il va se passer un geste incestueux. Évidemment, ouais. Dans la logique de la chose. Sinon, on confierait pas. Bien sûr. Non, mais donc, c'est encore au juge de décider s'il y a autorité de fait ou pas. Et s'il n'y a pas autorité de fait, s'il considère qu'il n'y a pas autorité de fait, eh bien dans ces cas-là, ça ne s'applique pas. Et alors, il n'y a pas seulement ça, c'est pas fini en fait. La loi Billon est encore plus complexe que ça,
puisque la loi Billon va aussi faire intervenir différents paramètres. La loi Billon va faire intervenir donc, le lien de famille, là on l'a bien ici, l'âge de l'auteur des agressions ou du viol, l'âge de la victime rentre en ligne de compte également, la différence d'âge entre les deux rentre en ligne de compte, la nature de l'acte sexuel, avec ou sans pénétration, encore une dimension, et l'autorité de droit ou de fait. Donc on se retrouve en fait avec une loi qui est très complexe, avec des seuils d'âge, voilà, avec 3 seuils d'âge différents. Donc vous voyez ici le tableau récapitulatif. Alors, pour bien comprendre, ascendant ou personne ayant autorité, ce sera 18 ans, le seuil d'âge. Là, c'est clair. Il n'y a pas de consentement, la notion de consentement n'intervient pas. En revanche, pour ce qui concerne tous les autres, donc on va forcément s'intéresser à l'écart d'âge, à l'âge de la personne. Donc, s'il y a un écart d'âge de plus de 5 ans entre l'auteur et la victime, le seuil d'âge est à 15 ans. Si c'est moins de 5 ans, le seuil d'âge est à 13 ans. Ça veut dire qu'à 14 ans, si on a une relation avec un cousin, non pas un cousin, avec un oncle à 14 ans de 18 ans, eh bien ce ne sera pas considéré comme un inceste ici. Le seuil d'âge est à 13 ans, donc a été abaissé. Voilà, alors là, cette loi Billon de 2021, vraiment, je vous disais tout à l'heure, il faut un cadre clair et précis pour que l'interdit doit être posé clairement, pour qu'il soit compris. Alors là, on se retrouve vraiment avec quelque chose de très complexe. Vous avez peut-être entendu parler de la clause Roméo et Juliette? Non. Donc ça, c'est une clause, en fait, pour, soi-disant, protéger les amours adolescentes, donc qui a été notamment soutenue par le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, au Parlement. Donc vraiment, on a un peu déconstruit tout ce qu'il y avait eu. Donc vous avez entendu parler sans doute de Camilla Kouchner en janvier et de son livre qui remettait en cause son beau-père. Son beau-père étant quand même Olivier Duhamel, le représentant de la loi en France et du bon sens en tout cas, Conseil constitutionnel. Bon, on espérait, il y avait toute une dynamique, on espérait que la loi qui allait sortir en avril 2021 allait vraiment protéger les enfants de manière claire et précise, et on se retrouve avec une loi en demi-teinte, vraiment. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? On va quitter cette... Oui. Sans que ça soit considéré comme une inceste, ça peut quand même être considéré comme une agression sexuelle. Oui, bien sûr. Même, ouais. Ouais. Mais alors, ce ne sont pas les mêmes... Parce qu'il guère mieux, mais... Ouais. Alors, on va quitter un petit peu... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces éléments un peu de législation? Sinon, on va quitter cette partie-là. Et on va passer maintenant sur... eh bien, ça concerne combien de personnes, en fait, en France, l'inceste? 2 membres. Ah oui? 6 membres, ici. Ouais, c'est parce que j'accompagne une jeune qui a été agressée par son cousin. Et je pense qu'elle avait 8 ans. Et le cousin, il devait avoir 10, 11 ans. Quelque chose comme ça, ça a duré plusieurs années. Mais du coup, là, au vu de la loi, c'est pas considéré comme... Parce que c'est cousin. Ok. Alors, combien de personnes en France? Évidemment, on ne le sait pas. Hein. Ce sont des données qui sont très difficiles à trouver. L'association en fait, Face à l'inceste, ça a été la première entité à évaluer. C'était en 2009, via un sondage Ipsos. Et on a fait 3 différents sondages, 2009, 2015, je crois, et 2020. Et vous allez voir l'évolution. En tout cas, dans les déclarations. Est-ce que ça représente la réalité ou pas? C'est encore une autre question. Mais au moins, dans les déclarations, on voit une évolution. Alors, le tout premier sondage a été réalisé par téléphone et les 2 autres ont été réalisés par Internet. Donc, on pense aussi que ça a peut-être un peu favorisé la libéralisation la libération de la parole, même si on va revenir sur ce terme-là également. Alors, comment est-ce que nous allons procéder?
Donc je vais vous présenter là, les résultats de l'enquête de 2020, du dernier sondage 2020. Donc c'est aux frais de l'association, hein, parce qu'en France, il n'y a pas d'enquête demandée par le gouvernement. Donc c'est nous, avec les dons qu'on peut recevoir, dons privés uniquement. Donc on refuse tout don public pour ne pas être lié à des autorités publiques. Donc ce sont que les dons privés ou de fondations, d'entreprises, etc. Et donc sur nos fonds propres, on a financé cette enquête, ces enquêtes, et donc celle de 2020. Alors la première question que l'on a posée, c'est personnellement, connaissez-vous dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui, enfants ou adolescents, ont rencontré les situations suivantes avec un membre de leur propre famille, par exemple un père, une mère, un grand-père ou encore un oncle ou un frère. Alors voilà les résultats. On a listé un certain nombre de situations. Alors pour ceux qui sont peut-être un petit peu loin, la première catégorie, c'est subir des agressions sexuelles comme des attouchements ou des caresses. Est-ce que la personne, qu'on a au bout du fil ou sur Internet, connaît au moins une ou plusieurs personnes, donc au moins une personne, qui étant enfant ou adolescent, ont subi des agressions sexuelles comme des attouchements, des caresses. Et là, on a 23% de personnes qui disent oui. En 2015, c'était 21%. Ça augmente un petit peu. Être l'objet de confidences répétées à caractère sexuel. Alors ça, c'est la maman qui va dire à son enfant, qui va dévoiler sa vie sexuelle, débridée peut-être ou pas d'ailleurs, mais à son enfant. Et bien là, on a 19%. On avait 7% avant. Subir des viols, clairement, 16%. Subir des actes d'exhibitionnisme, 15%, et être obligé de poser pour des photographies érotiques ou pornographiques, 4%. Donc en fait, quand tout à l'heure je vous parlais de l'inceste moral, on retrouve ici dans l'inceste moral les confidences, donc répétées à caractère sexuel, on retrouve les actes d'exhibitionnisme et les photos à caractère érotique ou pornographique. Et là, on voit bien qu'on a quand même 64, je crois, % des personnes qui connaissent au moins quelqu'un qui ont subi ces situations-là. Alors, 32% des personnes connaissent au moins une personne victime d'inceste. Donc là, on rétrécit le spectre. Vous voyez que c'était 26 en 2009, 27, là on est passé à 32. Donc 32% des Français connaissent au moins une victime d'inceste. Ensuite, la question que l'on a posée, c'est qui est cette personne par rapport à eux? Un ami, une connaissance, 46. Vous-même, 29. Donc en fait, on a 29% des personnes qui ont connu quelqu'un ayant vécu un inceste, en fait, qui parlaient d'elles-mêmes. Et donc en extrapolant ces chiffres, on arrive à ce résultat de 1 personne sur 10 qui a été victime d'inceste. 1 personne sur 10, eh bien c'est 3 enfants dans une classe de 30. Ça veut dire que si vous prenez toutes les classes en France, il y a 3 enfants qui sont susceptibles d'être survivants de l'inceste. Voilà, c'est les personnes, des enfants autour de nous, des cousins, des cousines et des amis que l'on peut rencontrer. Alors, qui sont-ils plus précisément? En fait, 8 femmes sur 10, exactement on a 78% de femmes et 22% d'hommes, et 1 homme sur 5. Alors, on pense que la donnée sur les personnes survivantes de l'inceste hommes est très sous-déclarée, en fait. Parce que on pense que le tabou est bien plus important encore chez les hommes qui ont été victimes et qui sont survivants de l'inceste. Notamment parce que ça a un caractère homosexuel qui pourrait encore poser problème aujourd'hui. Et en tout cas dans la déclaration de situations rencontrées dans le passé. Donc 8 femmes sur 10, 1 homme sur 5.
92% des agresseurs sont des hommes. En revanche, alors on en parlait juste avant, vous allez peut-être entendre différentes théories, et notamment les théories sur le patriarcat, l'inceste, les hommes sont méchants, etc. Enfin bon, un peu en schématisant, hein, un peu les féministes qui vont au combat sur ces questions-là. Nous, à l'association, on pense, et on vient de le vérifier au travers d'une enquête dont les résultats vont sortir vraiment dans les prochaines semaines. Si un homme passe à l'acte, c'est aussi et souvent parce qu'il y a une femme qui a permis un passage à l'acte. Alors attention, permis, ça peut être créer tout ce climat, quand je parlais d'inceste moral, tout ce climat éventuel qui peut favoriser le passage à l'acte de l'homme. Alors oui, 92% des auteurs sont des hommes, selon ce sondage Ipsos, mais attention, c'est à prendre avec des pincettes, et le rôle des femmes est plus important que ce que cette statistique veut bien dire. Oui. Quand vous dites que les hommes c'est sous-déclaré, je suppose que vos enquêtes elles étaient anonymes. Du coup, ça explique quand même qu'il y aurait quand même le tabou pour les hommes encore plus. Oui, en tout cas c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire, bon, encore une fois, on ne peut pas avoir des déclarations complètement justes, mais on pense vraiment que c'est sous-déclaré et que le tabou est trop important. Oui. On pense qu'il y a plus d'hommes concernés que ce que le sondage nous reflète. Voilà, là c'est l'âge parmi ces personnes. Alors, juste une dernière sur la fréquence. Donc je vous ai dit que je vous montrerai l'évolution. Alors vous voyez 2 millions en 2009, 2 millions de Français, 4 en 2015. Alors aussi parce que la première était par téléphone, la deuxième par internet. Donc ça a pu jouer aussi, mais on double. Et là on a 6,7 millions en 2020. Donc un Français sur 10. Donc vous voyez les évolutions sur ces statistiques-là. Alors, tout à l'heure, je parlais de la libération de la parole et je vous ai dit, je reviendrai là-dessus. En fait, dans notre association, on a toujours eu des témoignages, on a toujours eu des personnes qui parlent. En fait, on pense que c'est pas la parole qui s'est vraiment libérée, mais on pense que c'est plutôt la société qui les écoute plus. Voilà, donc quand on parle de la libération de la parole, non, c'est plutôt la société qui évolue et qui veut bien un peu plus écouter. Voilà. Alors, quand on a vu cette fréquence-là, bon, 6,7 millions, voilà, un Français sur 10. Mais alors, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences pour la société française? Quelles sont les conséquences pour chaque personne? Quelles sont les conséquences sur la santé, sur le bien-être et les conséquences économiques de l'inceste? Alors, évidemment, on n'a pas toutes les réponses. Mais sur la santé, les conséquences sur la santé, on a pu creuser un peu plus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler peut-être du test ACE? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Alors, le test ACE, c'est un test qui est tout simple. En fait, il y a 10 questions. Et le test ACE permet de faire un parallèle entre les traumatismes vécus pendant l'enfance et la santé du patient. Donc on va croiser ces données-là. Donc il y a 10 questions qui reprennent 10 traumatismes différents. Et on va voir quelles sont les conséquences. On va comparer ça avec le parcours médical de la personne pour voir s'il y a des incidences. Donc ça c'est une étude ACE. Alors ACE, je ne sais pas si on doit la voir. C'est Adverse Childhood Experiences. On a eu l'autorisation de le traduire en français. Il est à disposition sur notre site internet. On a déjà eu 15 000 réponses sur ce score ACE. Et en fait, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment de voir cette corrélation entre la santé du patient et ce qu'il a pu vivre dans son enfance. Alors, voilà les 10 questions.
5 sur la personne et 5 sur le dysfonctionnement familial. Alors sur la personne, les violences. Avez-vous subi dans votre enfance des violences physiques, psychologiques, sexuelles? Alors sexuelles, on voit qu'il y a 21% ici. Donc on est au-delà des 1 sur 10 hein, de tout à l'heure. C'est pour ça que même le 1 sur 10, on pense que ce chiffre est un peu minoré et un peu sous-estimé également. Parce que là, les 21%, c'est pas dans la cellule familiale. C'est pas dans la cellule familiale. Mais on sait aussi que la plupart des violences sexuelles sur les enfants, la grande majorité, c'est dans la cellule familiale. Et de même que 40% des auteurs sont mineurs. Voilà, c'est pas que le père ou le grand-père ou l'oncle. 40% sont mineurs. Donc, la négligence physique et émotionnelle, et puis le dysfonctionnement familial, donc de la cellule familiale. Est-ce qu'il y a eu des maladies mentales dans la famille lorsque l'enfant était enfant? Lorsque la personne qui passe l'enquête était enfant. Des violences conjugales entre les parents, un divorce, un abandon, une incarcération ou des abus de substances. Voilà, donc ça ce sont les 10 questions posées. Et ça c'est surtout pour les enfants à un âge, parce que par exemple quelqu'un qui a subi des violences à l'âge de 2 ans, il y a des questions qu'il ne peut pas répondre. Oui, non, alors ce test-là, en fait, c'est plutôt des adultes qui le remplissent, parce qu'on veut voir aussi, comme on veut comparer les réponses avec le parcours de soins de la personne, il faut qu'on ait un peu d'historique. C'est-à-dire, on est plutôt sur des adultes, sur une population adulte. Mais par exemple, celui qui fait le test étant adulte, et qui a subi, par exemple, étant petit, et enfin, il y a des informations qu'il ne peut pas forcément savoir. Alors est-ce qu'on peut revenir sur la slide d'avant? En tant qu'adulte, sur les dysfonctionnements familiaux, par exemple. Ouais. Il va savoir si c'est pas... Par exemple, sur les consommations, il y a des parents qui cachent, ou les enfants ne savent pas. Plein de choses comme ça. C'est déclaratif, justement. Aux adultes. Oui, mais est-ce que même en tant qu'adulte, on perçoit ce qu'on a pu vivre pendant l'enfance? C'est ça. Ah oui. C'est juste ça la question. Je pense qu'il y a une forme de... c'est toujours plus ou moins compliqué quand même. S'il y a des violences conjugales, des violences physiques, on les voit, l'enfant le subit, le voit, mais il y a des choses... L'alcoolisme d'un parent, est-ce qu'un enfant peut ne pas le voir? Il y a des choses où ils ne sont peut-être pas conscients à l'époque et c'est difficile. Oui, mais peut-être qu'on en prend conscience adulte. Oui, on prend conscience, ouais. Alors, donc là, c'est 10 questions. Une question vaut 1 point. Et donc si on a... je sais pas, divorce des parents, négligence physique et puis violence sexuelle, eh bien ça fait 3 points sur 10. Voilà. C'est comme ça que c'est calculé. Et alors, ce qu'on remarque dans les résultats, alors déjà vous voyez, donc de 0 trauma, donc la personne a répondu non à toutes les questions, donc elle a 0 points. Plus on augmente et plus on a de points. Et selon quoi, c'est plus le nombre de traumatismes augmente, plus le risque sur la santé est important. C'est pas la seule chose que l'on voit. On voit aussi que les traumatismes dans l'enfance sont importants. Donc là, on a plus de 60% des personnes et 64% des personnes ont subi au moins un traumatisme dans les déclarations qu'on a eues. On a un lien direct entre le fait d'avoir subi un traumatisme et des maladies graves. Et on voit aussi que la plupart des personnes subissent plus d'un traumatisme. D'accord? Alors, quand nous on l'a fait, quand nous, sur le site internet, en fait, on a eu l'autorisation par ACE là, d'inclure une question supplémentaire pour pouvoir distinguer 2 populations différentes. Une population qui a été dans le passé victime d'inceste ou de violences sexuelles, de pédocriminalité, ou non. Comme ça nous permet de faire la distinction entre les deux. Et là, on va voir les résultats entre les personnes qui ont été victimes d'inceste ou celles qui ne l'ont pas été. Donc là, vous avez les risques de survenance
d'un problème médical ou oui, c'est plutôt médical, et l'augmentation du risque en fonction des traumatismes. Donc, en fait, là c'est pour des personnes qui ont un score de 4. Donc ça veut dire que dans les 10, ils ont au moins coché 4 cases. Hein. Donc le risque augmente. Vous voyez par exemple les tentatives de suicide, le risque est multiplié par 15. La consommation de drogue, le risque est multiplié par 11. Alcoolisme, par 5. Il faut savoir que les personnes, on a pu déterminer que les personnes qui ont été victimes d'inceste sont souvent des personnes qui vont à un moment donné avoir des comportements à risque pour eux-mêmes. Alors soit pour s'effacer, ou alors au contraire pour se prouver qu'elles sont en vie, ou par mal-être. En fait, ce sont des personnes qui vont avoir des formes de déviance et des formes de mal-être très prononcées. On a l'habitude de dire que l'espérance de vie d'une personne survivante de l'inceste est diminuée de 20 ans. Et vous voyez, même les cancers, donc multiplié presque par 2 le risque, quand on a eu 4 traumatismes. Alors, ouais. Si je peux me permettre, le test était au centre de ressources. Vous avez des questions, vous pouvez répondre vous-même. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Vous pouvez répondre vous-même et regarder par rapport à toutes les conditions. Alors, pourquoi c'est intéressant selon nous? Alors, pour plein de raisons, mais surtout, on se dit que d'un point de vue de la prévention, en fait, on pourrait déterminer si, par exemple, on passait ce test à tous les parents en devenir pendant, je sais pas, l'échographie du 5e mois, ou j'en sais rien, une étape obligatoire du parent en devenir. Si on passait ce test, si on faisait passer ce test, alors on pourrait déterminer des situations à risque dans le futur. Parce qu'on a aussi vu que les personnes qui sont victimes, les survivants ont souvent, enfin non, les personnes qui commettent, les auteurs, sont souvent eux-mêmes des survivants de l'inceste. C'est la génération que ça se répète, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui bloque et qui coupe parce qu'il a parlé, en fait. Voilà. Donc si on avait ce genre de test, on pourrait dépister plus de situations. Alors, bon, vous voyez les conséquences, etc. Ce que je voulais vous proposer comme petit exercice, peut-être on pourrait séparer la salle en deux et travailler sur eh bien, ces conséquences, mais en tout cas, vous, en tant que travailleur social, peut-être travailler sur 2 questions. Quelles seraient les situations dans lesquelles vous pourriez avoir cet aveu de la part d'un enfant ou d'une maman ou d'un papa protecteur, et puis comment, quelle serait la réaction que vous y apporterez, Alors, ce que je vous propose, c'est que vous mettiez en 2 groupes, et puis on vous laisse peut-être un quart d'heure pour réfléchir à ça. Dans votre métier, eh bien, comment ça va se traduire en fait? Comment est-ce que vous allez pouvoir détecter et agir pour accompagner en tout cas? Ça vous va? Donc on vous laisse un petit quart d'heure? Moyennement. Alors, si l'enfant nous le faisons pas, sinon on détecte quelles seraient les situations dans lesquelles vous pourriez détecter en fait? Dans votre travail, vous êtes travailleur social, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Quelles situations vous allez peut-être pouvoir rencontrer et qui vont vous faire tilt et vous dire, voilà, là, vous devez peut-être agir.
enfants qui sont très sexualisés aussi, c'est très inquiétant. Les enfants qui se chinagent, c'est pas c'est vrai. Parce que je voulais pas dire de conneries, je vérifie d'abord ce que j'allais dire avant de dire. Tu vois ce que je veux dire? En gros, on a eu le boulot, en fait, il y avait des princesses dedans, mais tout le temps, la personne qui avait... Non, mais c'est forcément des amis. Après, c'était le... En fait, c'était hyper idéalisé, c'était la personne dans la famille qui me disait et ça va être sûr, et bien des fois, en fait, essayer de réfléchir hyper en extrême. Ça lui a traversé l'esprit. Mais ça peut être c'est vrai, c'est au moment où ça c'est très compliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas une fois, c'était trop comment? Et à ce moment-là, je me dis, en fait, c'est pas mis sur un piédestal, en fait. Ça, parce que ça n'a jamais fait. C'était un tortionnaire, c'était hyper fantasmé. Psychologique, et c'était ça. Ils s'en chargent. Aujourd'hui, on ils prennent leur enfant. Rien ne fait en fait. Il y a un accident de car scolaire, on était dans le prépa, c'était pas très quelque chose après, on c'est justement cette case intermédiaire, c'est ce qui a permis quand on se met dans les bonnes paroles. C'est la référente qui en gros. Il y avait même eu 3 fois, 2 fois, elle n'a pas un seul mot. Elle pleurait. C'est un devoir de protection. C'était là, dans la séparation. J'étais pas très à l'aise. Isabelle a décidé d'arrêter. Surtout quand c'est un enfant avec je sentais très bien. Surtout quand on est mais je pense que aujourd'hui on a à la scène montage à Quand on les a jamais vus, les références depuis des années, c'est question. Ah oui, c'est une catastrophe. Moi, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de référent à eux. Le référent à eux a forcément une chef qui, elle, a reçu une RSAG pour le chef des services de la mer. Bien sûr. Oui, nous, si tu veux, on appelle pareil, moi qui suis service départemental, des fois j'appelle des mecs, j'appelle des personnes, les meufs, j'appelle 20 fois. C'est un peu partout pareil. Je vois que tu mets à fond avec les chefs. Bah oui, c'est un grand moment. Allez, on va appeler un tuteur. Je vous propose qu'on reprenne. Ah oui. Ça vous va? Appelez-moi 30 fois pour l'avoir. On peut reprendre? Alors, on va reprendre. Je vais pas demander à chaque groupe de nous expliquer, etc. Mais par contre, l'idée c'était vraiment de vous faire réfléchir entre vous à des situations, à des réactions ou à des réponses que vous avez pu apporter.
je voulais juste vous demander si quelqu'un veut partager quelque chose, une expérience, une idée ou ce que vous avez pu échanger. Si ce n'est pas le cas, on passe à la suite, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un trouve que c'est bien de partager une expérience ou une idée, voilà, n'hésitez pas, c'est tout à fait ouvert. Et là, c'est le grand silence. Pas de regret? Pas de partage? Vous avez quand même pu en parler entre vous et c'était... Bon. Je dirais simplement que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on ne sait pas trop ce qu'on en fait de cette parole. Ouais. Mais moi, en vieille professionnelle, ben, je n'étais plus sûre de moi non plus. C'est un peu ce qu'on pas toujours les plein de cœur. Et alors, dans les procédures qui sont aussi compliquées et complexes, la situation est déjà complexe et en plus, en tant que professionnel, on est confronté à des procédures hyper complexes. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait pas, à qui on le dit, est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on n'accompagne pas, à la limite, c'est un peu ça. Effectivement, c'est très difficile de savoir quelle est la bonne réaction, jusqu'à quel niveau intervenir, pas intervenir. Même nous, dans notre association, alors on n'est pas une association d'aide aux victimes, on est une association qui... on va plus travailler sur l'information grand public, la formation des professionnels, le plaidoyer, donc auprès du gouvernement, pour faire avancer les lois. Et voilà, c'est plutôt notre créneau, on va dire. Mais comme on est une association sur l'inceste, on a des personnes qui nous contactent en disant mais qu'est-ce que je fais en fait? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a, nous, la réponse que l'on apporte, c'est de le signaler. Il y a ce numéro d'Allo Enfance en danger qui est, à mon sens, qui est le passage un peu... c'est anonyme, c'est gratuit. Je pense qu'en tant que professionnel ou même en tant qu'ami, en tant que... c'est pas à nous d'enquêter, c'est pas à nous d'aller déterminer si l'enfant... ce qu'il raconte est vrai, pas vrai, dans quelle mesure, ou d'essayer d'arranger les choses soi-même. On dépose ça et la personne est prise en charge à son niveau. Je pense qu'on ne se substitue pas aux professionnels, quoi. Donc voilà, nous en tout cas, même en tant qu'association, on renvoie forcément vers Allo Enfance en danger et c'est eux ils ont des équipes qui sont là et qui vont plus orienter en fonction des départements, etc. Donc chacun son créneau, si on peut dire. Voilà. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait de cette parole? On ne peut pas non plus rester les bras croisés. Un enfant qui parle, déjà, on a déterminé qu'un enfant met en moyenne 16 ans à parler. Donc un enfant qui parle, c'est rare. Et c'est un processus qui est très long. Et s'il parle, c'est qu'il en a besoin. Et ça veut dire qu'il a besoin d'une réponse, ou en tout cas d'un encadrement de quelque chose. Donc il faut agir, mais agir en prévenant les bonnes personnes, et en prenant contact avec Allo Enfance en danger pour bien... pour que ce soit eux qui prennent le relais. Oui. J'ai une question. Vous parlez de 16 ans en moyenne pour libérer la parole, et tout à l'heure on parlait du délai de prescription. Est-ce qu'aujourd'hui il a évolué ou pas? Ouais. Ah oui. Ah si, je crois que je l'ai après. Ok. Parce que du coup, oui, j'ai une slide sur la prescription. Ouais. Effectivement, c'était le problème. Je vous ai parlé de Mademoiselle Marie, donc, qui, elle, avait 32 ans et la prescription était à 28 ans. De mon temps, la prescription était aussi à 28 ans, en fait. Et ça a ensuite évolué, heureusement. Ouais. Je voudrais savoir la définition, s'il y a une différence entre incestuel et incestueux. Parce qu'on m'a toujours dit pourquoi il y avait une différence, et nous, dans le travail, on peut parfois observer des mamans qui dorment encore avec leurs enfants, qui ont quand même un certain âge et plus l'âge de dormir avec leurs parents. Et du coup, c'est un incestueux.
Il y a une différence entre les deux. Mais toi qui a posé un petit peu la question avec l'expo, etc. Une différence entre incestuel et incestueux? Je l'ai su. Une autre question? Je vais regarder. De toute façon, on a votre la semaine, je vois la question. Moi, je pourrais peut-être répondre. Je suis psychologue en centre de soins. Ah, ben le climat incestuel, c'est quand il y a une sorte d'indifférenciation dans la famille, où chacun a vraiment son espace. Bon, en tout cas, avec les adolescents, on laisse pas vraiment les adolescents avoir leur intimité, avoir leur espace. Il y a un climat un peu incestuel qui s'installe, où du coup, l'enfant ou l'ado n'a pas la possibilité de vraiment avoir son espace. Il y a un truc un peu. Dans l'espace, tout est un peu indifférencié, tout est un peu mélangé, il n'y a pas d'espace pour l'enfant ou pour l'ado. Dormir avec l'enfant, c'est discutant. Ouais, c'est un climat un petit peu malsain, mais on sent qu'il y a vraiment parce que je trouve que j'ai rencontré beaucoup de parents où les mamans dormaient avec leurs grands-enfants. C'est surtout les mamans célibataires. Après, il y a la culture aussi. Beaucoup. Ça arrive. Ou entre les parents. Ou la grand-mère qui gère le grand-père dans le salon pour dormir avec le petit-fils. Ouais, bon, le climat incestuel. Ouais, c'est un climat. Chacun n'a pas vraiment de place. Je crois que l'enfant et l'adolescent, c'est un peu le même chose. Merci pour la réponse. C'est pas très clair, mais. Non, je pense que c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Alors la suite, ce sont les combats. Les combats que mène notre association. Alors, il y a cette question d'imprescriptibilité. Je vais revenir dessus ensuite. L'imprescriptibilité, c'est jusqu'à quel moment on peut déposer plainte, hein, tout simplement. Mais je reviens là-dessus ensuite. Un autre combat pour nous, c'est d'inscrire l'inceste dans le code pénal et donc de faire un crime spécifique d'inceste. Donc là, on a obtenu l'insertion du mot inceste dans le code pénal. En fait, pour nous, il faut nommer les choses, en fait. Hein. Le mot inceste n'y était pas, et c'était vraiment un combat que l'on voulait mener pour que ce soit inscrit. Et d'ailleurs, vous avez peut-être eu l'occasion de regarder cette série télé de France 2 sur Outreau. Et donc 4 heures de série télé sur une affaire qui à la base est une affaire d'inceste, et pas une seule fois le mot inceste n'est prononcé. Donc on est encore à des années-lumière de progression. Je pense que dans le documentaire criminel que je crois qu'ils en parlent. Sur le documentaire? Sur YouTube, il y a un documentaire. Ah, de 0? Non. Celui de 0? Oui. Mais pas sur la série de France Télévisions, par exemple. Non, c'est Outreau, l'autre vérité. Oui, Outreau, l'autre vérité. Ouais. Oui, là, ils en parlent. Il faut le regarder, d'ailleurs. Il faut regarder les deux. Outreau, l'autre vérité. Je vous conseille vraiment de le regarder. Et là, on parle effectivement d'inceste. De même que dans le documentaire que dont je vous ai parlé de 15-0, 1 sur 5, l'inceste a vraiment sa place, est nommé. On ne peut pas lutter contre un fléau de santé publique, un fléau social, si on ne le nomme pas, si on ne commence pas par le nommer. Le consentement, donc vous voyez qu'on a un petit peu évolué. Il reste encore le combat continue, hein, parce que, en tout cas pour nous, association, on souhaiterait aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un interdit clair, je pense que vous l'avez compris. Informer, informer le grand public des campagnes de prévention. Vous avez peut-être vu au mois de septembre, le gouvernement a pris des mesures, le secrétariat d'État à l'enfance, Charlotte Cobel, le secrétariat d'État à l'enfance a pris des mesures, et une des 4 mesures prises en septembre, c'est notamment une grande campagne d'information qui était prévue, je crois, pour janvier. Bon, il y a dû avoir un peu de retard, mais en tout cas, il y a une grande campagne d'information grand public qui est prévue, pas seulement sur l'inceste, mais sur les violences faites aux enfants, les violences sexuelles faites aux enfants.
Un plan de prévention gouvernementale. Alors notre association en fait on a repris la définition de la prévention de l'OMS, donc prévention ce qu'on appelle primaire, secondaire et tertiaire, et on y apporte 30 mesures sous ces 3 grands chapitres, 30 mesures au total. D'ailleurs dans ces 30 mesures, peut-être avez-vous entendu parler de la CIVIS, qui est cette commission qui a été décidée par le président de la République donc il y a 2 ans, et qui est présidée par le juge Édouard Durand, voilà. Et la CIVIS donc, a recueilli, ils font le tour de France et ils recueillent énormément de témoignages et sur la base des témoignages font des propositions. Donc ils ont sorti une vingtaine de propositions et 13 de leurs propositions sont dans notre plan de prévention gouvernementale. Donc c'est un plan qui existe chez nous depuis 2004, que l'on défend. Il faut savoir que Isabelle est auprès de la CIVIS, elle est membre permanente de cette commission inceste et violences sexuelles faites aux enfants. Et donc évidemment elle a porté notre voix. Et donc on a donc ces 13 mesures qui sont reprises, ce qui est plutôt une bonne évolution. Donc les choses évoluent, les choses vont mieux, de mieux en mieux. Il reste encore un peu de combat à mener. Des actions de recherche. Alors là, ce sont par exemple, l'association aimerait évaluer le coût pour la société de l'inceste. Le coût en termes médicaux, évidemment, mais pas que. La perte de productivité dans l'entreprise, essayer de prendre tout ce que ça peut, tous les secteurs dans lesquels il peut y avoir une conséquence, et évaluer ce coût pour la société. Alors, une enquête comme celle-ci, ça coûte une centaine de milliers d'euros. Donc évidemment, pour l'instant, on peut pas le faire. Mais on aimerait bien que le gouvernement la fasse pour nous. Et pour tout le monde, en fait. Voilà, on aimerait bien. Et en fait, on pense qu'au travers d'une enquête comme celle-ci, eh bien, peut-être le gouvernement va prendre la mesure, en fait. Je pense qu'on commence à avoir une prise de conscience. On va pas se le cacher, mais on n'a pas de plan comme il peut y avoir des plans pour les violences faites aux femmes, par exemple. Le plan de violences faites aux femmes, c'est 2 milliards d'euros. Bon, eh bien, ce serait bien d'en avoir autant pour un plan sur la protection de l'enfance. Et les actions de recherche, donc c'est ça, c'est aller faire des colloques. On a eu dans le passé des colloques organisés par l'association, eh bien, reprendre ces colloques. Alors, sur informer et former, je vous ai parlé d'informer, mais je ne vous ai pas parlé de former. Alors là aussi, en fait, la prévention, la protection de l'enfance est repassée au département. En fait, chaque département organise son budget comme il le veut sur la protection de l'enfance. Et nous, on pense que c'est important que sur ce budget-là, il y a un budget qui soit consacré à la formation des professionnels. Des professionnels travailleurs sociaux, mais aussi des professionnels psychologues, scolaires, le personnel médical, le personnel judiciaire, etc. Donc avoir des formations, des modules de formation sur l'inceste, parce que sinon on va encore avoir des psychologues. Moi, un psychologue m'a dit, j'avais 15 ans, donc je vivais encore évidemment avec mes parents, et donc avec mon beau-père. Et un psychologue me dit, mais pourquoi est-ce que vous arrivez encore à vivre dans ce climat, dans cette famille, etc. En fait, il n'a rien compris, ce psychologue. L'inceste, c'est pas juste un viol, en fait. C'est quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui travaille pour me permettre de faire mes activités scolaires. Alors, c'est pas une dépendance, mais c'est aussi quand même une dépendance affective qu'on a avec cette personne-là. Ce n'est pas que un agresseur, c'est aussi un père ou un beau-père. Donc voilà, et ce psychologue, ben, il a rien compris, et il avait rien compris, et donc on peut pas lui en vouloir, parce que la formation est très faible sur la spécificité de l'inceste, notamment. Donc là, c'était pour former. Et la défense des droits, bon, c'est ce qu'on fait aussi avec notre action de plaidoyer auprès du gouvernement. Alors, s'attaquer aux causes du problème. Aujourd'hui, en fait, dans mon autre vie, je vous ai dit que j'étais bénévole, hein, donc évidemment j'ai une autre vie professionnelle, et je travaille pour une grosse ONG américaine qui monte des puits, par exemple, en Afrique. Bon, je prends juste cet exemple-là. Et alors, on va voir que
dans un village, en fait, tous les enfants vont soudainement avoir une diarrhée. Et alors, on va leur donner des médicaments pour colmater et faire en sorte que la diarrhée passe. Et puis une semaine après, idem, même chose. Alors, on va leur donner un médicament, etc. Mais en fait, si on ne s'intéresse pas à analyser l'eau, par exemple, de ce puits, voilà, on a tout faux, quoi. Et en France, c'est un peu comme ça, en fait, sur la protection de l'enfance. On est un peu sur... ok, ben on va essayer de colmater un peu partout, on va donner des petits bouts de budget un peu par-ci par-là, mais par contre on ne va pas s'attaquer vraiment aux causes du problème. Alors, pour répondre à votre question sur l'imprescriptibilité, en 2000, l'imprescriptibilité était à 28 ans, 2004 elle est passée à 38 ans, donc moi je l'ai posé plainte en 2004, mais en début 2004, donc c'était encore 28 ans à l'époque. 2018, 48 ans et 38 ans. Et aujourd'hui, depuis les 2021, on a une prescription glissante. Alors qu'est-ce que la prescription glissante? C'est que si, donc, quand il y a prescription, donc admettons qu'une personne souhaite déposer plainte, elle a 54 ans, c'est prescrit, mais s'il y a une autre victime qui est encore dans l'âge, eh bien la prescription peut s'appliquer et la personne elle peut être entendue et elle peut donc poursuivre en fait son agresseur. Il y a cette prescription glissante s'il y a plusieurs victimes qui peut permettre quand même que l'affaire soit jugée et d'être considérée comme une victime et d'être soutenue dans cet état de victime. Oui. J'ai pas compris, 48 ans et 38 ans. Alors 48 ans et 38 ans, la différence c'est... alors un petit instant, la différence entre 48 et 38, c'est en fonction de c'est viol et atteinte sexuelle. Viol et agression. En fait, 48 ans c'est pour viol, donc, et 38 ans c'est pour agression et atteinte sexuelle, aggravée. Voilà, alors, les actions... Qu'est-ce qu'on... Oui, 48 ans. Ah, 48 de quand? C'est jusqu'à la... J'ai 49 ans, je peux me porter. Ouais, c'est ça. Sauf, donc maintenant, avec la prescription glissante... Il faut que je trouve une autre victime. Voilà, exactement. C'est tôt quand même. Mais par contre, et d'ailleurs dans 1 sur 5, dans ce documentaire 1 sur 5 de Car Zéro, on a des victimes de ce médecin de La Rochelle, Poitiers, le Squarnec. Oui. Voilà, des victimes de ce médecin, le Squarnec, qui quand même est à la base une affaire d'inceste et qui a touché 350 enfants, hein, 350 victimes. Et donc un médecin qui abusait des enfants dans l'exercice de sa fonction. Et donc certaines victimes avaient dépassé l'âge de la prescription, mais comme il y a eu d'autres victimes, eh bien, elles ont pu être considérées comme... Et savez-vous pourquoi ils ont mis des âges aux prescriptions? Parce que quand on est victime, on n'est pas victime... On n'est pas victime jusqu'à 49 ans, ça s'arrête, on n'est plus victime, mais c'est un peu quand même... alors, en fait, effectivement, c'est un... Donc c'est un combat, notamment un combat de l'association, on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, à demander l'imprescriptibilité pour considérer en fait qu'il n'y a pas un âge. C'est comme Isabelle a l'habitude de dire que cette prescription c'est comme un passeport au viol. Enfin, parce qu'à un moment donné, bah, c'est bon, tout s'éteint. Et alors bon, cette prescription glissante est quand même encore une fois une grande avancée. Hein, mais l'idée même de pouvoir avoir un acte qui est prescrit, c'est un peu choquant. Alors il faut savoir qu'en France, le seul crime qui n'est pas prescrit, c'est le crime contre l'humanité. Voilà, donc on n'est pas considéré, les enfants ne sont pas considérés de manière aussi forte. Voilà, donc effectivement, il y a cette notion de prescription. Et le législateur ne veut pas changer ça, hein. On va continuer de se battre, on n'y arrivera pas. Là, en fait, la loi est de 2021, ça veut dire que pendant 10 ans, on n'aura pas d'évolution.
Et par contre, on va continuer de se battre, évidemment, et peut-être que dans 10 ans, on sera entendu. Là, il va y avoir un temps. Et même dans l'impact d'une victime, enfin, ça reste malgré tout dans la tête. Et puis, il ne faut pas oublier. Alors, c'est pour ça que toutes les personnes qui ont agi auprès de l'association et de d'autres associations pour demander le recul de l'âge de la prescription, c'est en prenant aussi en compte ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Donc il y a des victimes en fait qui se réveillent, je sais pas, à 40 ans, avec quelque chose peut-être de complètement anodin, et tout à coup tout revient en mémoire, tout revient avec des détails très particuliers, etc. Et elles ont 40, 50 ans, 60 ans, quoi. Je crois que c'est Marie Laforêt qui témoigne là-dessus, et ça lui est revenu, mais vraiment à un âge déjà bien avancé. Donc c'est injuste en fait pour ces victimes. Donc c'est la raison pour laquelle on continue de se battre en fait pour demander l'imprescriptibilité de la peine. Mais qu'est-ce qui explique cet âge 48? Ça sort un peu nulle part. Alors c'était 10 ans après la majorité, puis après c'est passé à 20 ans, puis après c'est passé à 30 ans. Parce que là, on se demande si le législateur n'a pas tricoté sa petite nièce 49 ans. Puis même, si on compare ça par exemple à une victime de vol, du coup, c'est pas très juste du coup et égal. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas juste. Cette prescription, bon, cette première Mademoiselle Marie, mais il y en a eu énormément d'autres. C'est-à-dire quand on lui dit maintenant on ne peut plus rien faire, tu as 32 ans, tu avais jusqu'à tes 28 ans, bon après ça doit être 50 et voilà, on ne peut plus rien faire en fait, c'est fini. C'est comme si il s'était rien passé, quoi. Donc c'est pour ça que notre combat continue et qu'on a encore fort à faire. Alors, les actions, qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous? Eh bien, c'est déjà s'informer. On a, je vais vous montrer des livres qui peuvent être à disposition, qui peuvent être utiles. Donc, s'informer sur le sujet. C'est aussi en parler. Et puis, n'hésitez pas à nommer l'inceste. Donner les mots. Être attentif et à l'écoute, donc le 119, si vous entendez une confidence ou quoi, c'est anonyme, c'est gratuit et ça va vous aider en tant que récepteur de cette parole et comment le faire. Et puis encourager les personnes vraiment à appeler le 119. Prévenir. Donc je vais un tout petit peu vous montrer un cahier de prévention qu'on vient juste de sortir. On est en train de l'imprimer, mais il est disponible en format PDF sur notre site. Et c'est notamment quand on a un enfant. Alors pour l'instant on l'a sorti que pour l'âge école, c'est-à-dire entre 6 et 10 ans, 10-12 ans. Et c'est vraiment à faire avec un enfant. Et donc page après page, on peut... il y a des questions, c'est un peu un guide pour un parent ou pour une tante, un oncle, quelqu'un qui accompagne un enfant. Donc, signer nos pétitions, soutenir nos actions, et puis le plaidoyer, donc là aussi, sur la prescription par exemple, ne pas hésiter à en parler. Alors les publications que l'on a, vous avez au centre de recherche... au centre de ressources, le premier livre, l'inceste, 38 questions-réponses. Alors là, vous avez l'ancienne édition, 36 questions-réponses. Les deux nouvelles questions-réponses sont liées à cette loi Billon, en fait. Mais vous voyez, c'est juste 2 articles de plus. Donc, mais il est très bien fait. Vous pouvez le consulter. Il est très très clair. Les violences sexuelles, très bien fait aussi, 10 clés. Vous pourrez retrouver sur notre site de Façon Inceste ou sur les réseaux sociaux. On a fait 3 petites vidéos pour parler de ce livre, de ce livre qui est sorti chez Hatier. Comment protéger mon enfant? Ça, c'est le guide du parent protecteur. En tant que parent, il faut aussi se protéger soi-même, en fait, pour pouvoir protéger son enfant. Et on a 4 livres
qui sont issus notamment de groupes de parole. Il y a une dizaine d'années, en fait, ou quinzaine d'années, l'association avait des groupes de parole, ou des groupes de recueil d'échanges, de recueil de témoignages. Et sur la base de tous ces témoignages, on a pu faire ces 4 livres-là pour pouvoir partager avec les personnes. Donc là encore, des ressources que vous pouvez retrouver. Voilà. Et donc, pour nous, ce qui nous semble vraiment important, eh bien, c'est de combattre ce silence, ce tabou qui entoure l'inceste. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et oui. Oh, bien sûr. Celui-ci, avec les 4 là. Ouais. Et donc vous avez ce cahier de prévention que je n'ai pas là, mais qui est donc en format PDF. On a mis là en courant décembre en format PDF sur le site, qui est vraiment bien fait. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez appris des choses ? Est-ce que vous avez compris qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire ? Mais qu'on a bien évolué quand même. Oui. Donc aujourd'hui, pour condamner, il faut des preuves. C'est ça ? Alors ça dépend de qui est mis en cause. Et comment on fait pour trouver des preuves ? Alors, si c'est pas un ascendant ou une personne ayant autorité, c'est compliqué de trouver des preuves. Après, ça peut être soit des témoignages, soit dans le cas d'Isabelle par exemple, c'était des vidéos, des photos. Mais c'est un des crimes les plus compliqués à prouver, quoi. Les aveux, bien sûr. Les aveux, ouais. Quand les personnes avouent, mais... Ouais, moi j'ai eu la chance que mon agresseur ne connaisse pas la différence, ne connaisse pas bien la loi et donc pensait que la pénétration digitale n'était pas un viol alors que ça l'était. Il faut quand même entendre que la parole de l'enfant peut être entendue aussi. Dans certains faits, dans certains jugements, il n'y a pas forcément besoin de preuves, la parole de l'enfant peut être entendue, même si l'agresseur nie. Donc il peut y avoir condamnation quand même, la justice n'est pas que froide. Il y a quand même aussi une part humaine dans la justice, même si de temps en temps on se pose la question. On a quelques exemples qui illustraient le contraire, mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ces exemples-là. L'enfant est quand même... la parole de l'enfant est de plus en plus recueillie, de même qu'il y a toutes ces cellules Mélanie, je crois, ça s'appelle, où il y a tout un accompagnement, en tout cas au moment du dépôt de plainte. Voilà. Alors après, par exemple, dans les mesures que vous retrouverez dans notre plan, les 30 mesures, on demande à ce qu'il y ait une prise en charge pluridisciplinaire parce qu'en fait, on va déposer plainte, et puis après, on ressort, et voilà, personne ne nous dit, bah voilà, si tu veux te faire aider, ou si tu veux, il y a telle association qui met à disposition des psychologues, par exemple, pour les associations de victimes, ou des choses comme ça. Enfin, il n'y a aucune information, donc ça c'est... quand même un gros manque de moyens. Oui, bien sûr. Si vous appelez l'aide aux victimes, vous avez plusieurs mois d'attente. Pour être en tant que victime, il y a plusieurs mois d'attente pour être rappelé par l'aide aux victimes. Il faut quand même lui dire au commissariat, ça se passe encore très mal. C'est une catastrophe, même comment les enfants, les adolescents sont accueillis ou adolescents. Il y a très peu de professionnels. Qui sont formés, Il y a très peu de 16 000 professionnels. Il y a une bonne intention, il y a des bonnes intentions. Et dans la réalité, c'est encore terrible. Il y a 16 000 professionnels en France. Il faut savoir que la procédure Mélanie, comme le disait très bien Sorel, en fait, ça a pour objectif de filmer une fois, donc on filme une seule fois l'enfant. Et après, il n'est plus censé témoigner de nouveau. Mais ça, c'est un vœu pieux parce que ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive pas. Il y a toujours plusieurs écoutes. Enfin, c'est très fréquent. Je n'ai jamais vu une procédure Mélanie parfaitement donnée. Non. Alors, sinon, sur les... Bon, quand c'est un crime, c'est aux assises. Alors, évidemment, il y a très peu de moyens, il y a très peu de juges, très peu de moyens pour les enquêtes, etc. Et là, le département de l'Hérault a été pilote
pour avoir des cours criminels sans juré. Et du coup, ça permet d'alléger un peu la procédure de la cour criminelle. Et on espère qu'il y aura moins de correctionnalisation par manque de moyens de la justice. En fait. Donc là, le département de l'Hérault l'a mis en pilote et c'est généralisé au 1er janvier. Là. Depuis le 1er janvier, c'est généralisé sur tout le territoire. Il y a des choses qui se passent quand même. Hein. Pour tout type de crime ou juste pour l'inceste? Alors moi, je le sais pour l'inceste, mais après... Je sais pas si c'est pour tout type de crime. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des suggestions? Et c'est pas une question du coup, mais c'est juste pour info. Il y a quelques semaines, j'ai vu un film en avant-première avec la présence de la réalisatrice. C'est un film qui va sortir au mi-mars, il me semble, qui s'appelle Dalva et qui parle de l'inceste justement. Et je trouve qu'il est vraiment hyper juste et hyper... Très bien. Dalva. Dalva. D-A-L-V-A. Dalva, ok. D'ailleurs, là, il y a quelque part sur TPMP, d'ailleurs, c'est pas mal. Non, mais des fois, c'est pas mal. Il faut regarder, ça dépend. Et justement, sur les auteurs d'inceste, il disait qu'en fait, je ne sais plus dans quelle région, et en fait, les condamnations, ceux qui sont condamnés réellement pour inceste, il disait qu'en fait ils étaient très bien parce que c'est même pas des prisons, en fait c'est des centres spéciaux, des centres en randonnée, ils font plein de petites activités sympathiques. Alors je sais pas à quel point c'est plutôt pas mal. Je sais pas à quel point effectivement c'est généralisé. En tout cas, bon, déjà je crois que c'est que 5% des condamnations, enfin 5% des personnes qui sont condamnées vraiment. Et après, c'est sûr qu'ils les isolent des autres prisonniers. Mais... Ah oui, parce que c'est ce qu'il disait justement là. Et bien, en fait, la problématique, c'est que ceux qui sont condamnés pour les crimes sur enfants, voilà, c'est ça, ils seront en fait tabassés, maltraités par les auteurs de... Les co-détenus. Voilà, les autres détenus, vol pour vol et autres. Ouais. Donc, du coup... Ouais, mais en même temps. Après, il y a une étude, là, l'anthropologie, moi je sais plus, il est dur à lire, le livre sur l'anthropologie de l'inceste. Oui, alors le berceau des dominations. Il est assez dur à lire, mais elle ne décrit pas des conditions difficiles des prisonniers dans les prisons. Elle déconstruit ça. Ah oui. C'est une anthropologue qui a fait une étude sur les gens condamnés pour des faits d'inceste ou d'agression sexuelle. Et en prison, elle explique que la loi du silence continue et ils ne sont pas tous malmenés que d'autres. Contrairement à... oui. Et bon, il y a dur à lire, c'est Oui, et puis il a un parti pris un peu féministe. Genré, voilà. Mais bon, c'est quand même la parole des agresseurs, elle est à lire. C'est intéressant. Non, ça a le mérite d'exister et il est souvent cité. Le sentiment d'impunité chez eux, il est terrible, hein, chez les agresseurs. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est cette dimension très genrée et très patriarcale. Bon, ce sont les associations féministes qui sont un peu derrière, mais bon, après tout le reste, évidemment, elle mérite d'exister. Il y a un gros travail à faire sur les auteurs, quand même, qui sont souvent... Et puis surtout sur le... moi je sais pas, je suis parent où mon enfant est victime par exemple, je me dis mais on marche sur la tête en fait, aucune punition est faite en fait, ok il y a une condamnation, ok il y a eu jugement, mais en fait il vit ses jours heureux quoi. Donc je sais pas. Et encore, dans ces cas-là, vous êtes une maman qui accompagne. Oui, bien sûr. Parce que la mienne ne me parle pas depuis 20 ans, parce que j'ai accusé son mari qui a fait de la prison, enfin ça a été... Et ça, c'est le cas le plus fréquent, quoi. Mais bon, c'est ça qui est dramatique. Je vous conseille aussi, si on revient un petit peu en lecture, et si vous écoutez les podcasts plutôt que de lire, il y a le podcast de Louis Média, Il était une nuit, qui est très bien. Je vous le conseille, il est vraiment super. Le podcast, Louis Média. Pardon? Ou peut-être une nuit, oui, pardon. Ouais, c'est le soir. Oui, c'est bien, avec raison.
Peut-être au début. Il est très bien. Ok, bah écoutez, merci. Bonne soirée.